Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du Monde devant soi, le podcast de Slate consacré aux actualités internationales. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani et d'Alain Frachon. Bonjour messieurs. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Avec nous au téléphone, Robin Tutinge, journaliste indépendant et collaborateur de Slate. Bonjour Robin. Bonjour à tous. Robin, vous êtes actuellement à Przemyśl, une ville polonaise à la frontière avec l'Ukraine. Vous allez nous raconter tout à l'heure comment se passe l'arrivée des réfugiés ukrainiens. Nous sommes le mardi 1er mars, 6e jour de la guerre déclenchée en Ukraine par le régime russe. 5 jours qui ont profondément bouleversé l'ordre du monde et relancé une logique de bloc jamais vue depuis la guerre froide. Même s'il n'est toujours que 23h58 et 20 secondes à l'horloge de l'apocalypse, cette horloge conceptuelle créée en 1947 par des scientifiques pour évaluer la menace nucléaire, jamais, depuis 1962 et la crise des missiles de Cuba, la situation n'avait été aussi tendue. La fermeté des réponses occidentales à l'invasion russe de l'Ukraine ne semble pas freiner, pour le moment, un Vladimir Poutine qui semble toujours dans une logique d'escalade. Chers collègues, comme vous pouvez le constater, les pays occidentaux prennent des mesures inamicales contre notre pays dans le domaine économique. Je veux parler des sanctions illégales que tout le monde connaît très bien, mais aussi des hauts responsables des principaux pays de l'OTAN qui se permettent de faire des déclarations agressives à l'égard de notre pays. Par conséquent, j'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime d'alerte au combat. Et à l'heure où l'on enregistre cet épisode du Monde devant soi, les taux russes se resserrent autour de Kiev, désormais encerclés, pendant que les bombes pleuvent sur Kharkov, la deuxième ville du pays, et que Mariupol, ville au bord de la mer d'Azov et cible privilégiée de Moscou, tente de résister après que l'armée russe l'a privée d'électricité. Nul ne peut prédire pour l'instant l'issue de ce conflit voulu par Vladimir Poutine, mais tout de même, on entend et on lit un peu partout que le président russe a perdu une manche, celle de la communication, et a déclassé la Russie sur la scène internationale. C'est par exemple ce que disent l'ancien président François Hollande et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Quant au directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, Jean-Baptiste Jean-Gène-Villemer, il va plus loin et explique que sur le site Grand Continent que Poutine a déjà perdu cette guerre. Alors messieurs, est-ce que vous partagez l'analyse et surtout, est-ce que cela compte vraiment de perdre ne serait-ce que la bataille de la communication, Jean-Marie ? C'est toujours essentiel dans l'univers dans lequel nous sommes. La bataille de la communication est une pièce maîtresse en effet, puisqu'on voit bien d'ailleurs que tout l'effort de Poutine, c'est justement d'inverser la communication et de l'inverser à son avantage. Je prends par exemple ce qui se passe aujourd'hui. Le fil conducteur, ça peut être une sorte de ressentiment, de vengeance. Il a recréé artificiellement les conditions de la crise de 1962, qui s'était traduite par un retrait soviétique. Et donc, il cherche au fond à laver un petit peu cette défaite et à la remplacer par ce qui serait perçu comme une avancée de sa part. Donc en effet, on est dans la communication. Après, on peut se dire on reste dans la communication avec justement la menace de l'arme nucléaire, mais c'est évident qu'il ne va pas s'en servir, sauf que dire cela, c'est être rationnel et qu'on a affaire à quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Ce qu'il a déjà perdu, c'est qu'au point de départ, il pensait que son analyse, c'était que l'OTAN était encéphalogramme plat, comme disait Emmanuel Macron. C'était que l'Union européenne était quelque chose de très soluble. Voilà, et c'était que l'Ukraine n'existe pas. Donc il s'aperçoit d'une part que l'OTAN ressuscite, qu'il a ressuscité lui-même l'OTAN, que l'Union européenne se consolide comme jamais on pouvait penser qu'elle ne se consoliderait. On peut dire qu'elle n'a jamais été aussi forte, l'Union ? En tout cas, jamais aussi solidaire, y compris de la part de pays qui, jusqu'à présent, paraissaient se mettre un petit peu en marge. Vous n'entendez pas Viktor Orban en ce moment. Et les Polonais sont aux avant-postes, au contraire, de la solidarité européenne. Et l'Ukraine, les Ukrainiens résistent. Les Ukrainiens ont un sentiment patriotique qui fait front face à l'ultranationalisme russe. Et alors, la défaite serait pour le coup consommée pour Vladimir Poutine si d'aventure l'opinion russe se mettait de la partie. En tout cas, si un mouvement suffisamment fort de protestation voyait le jour, parce que entre Russes et Ukrainiens, il y a des liens de famille, il y a des liens d'amitié, il y a des liens de toutes sortes qui font qu'on ne peut ne pas comprendre cette guerre absurde contre des gens qui nous sont si proches vu de ce point de vue. Donc voilà les points sur lesquels on peut considérer que Poutine a déjà perdu la partie. Cela dit, militairement parlant, il n'a rien perdu du tout. Regardons comment il fait la guerre. D'ailleurs, petite parenthèse, il fait la guerre en écrasant les civils.
comme il l'avait fait contre la Tchétchénie. Rappelons-nous qu'il gagne en Tchétchénie et il y gagne une popularité immense en écrasant, en rasant Grozny. Et là, qu'est-ce qu'on voit, malgré les protestations d'Emmanuel Macron? Quelqu'un qui fait bombarder des civils, d'une part, et d'autre part, l'usage des armes qu'il emploie sont des armes extrêmement sophistiquées. Il se souvient là encore sans doute que l'Union soviétique avait perdu la partie face aux États-Unis parce qu'il n'arrivait plus à suivre la sophistication des armements. Eh bien là, il met en place et il démontre et il emploie des armes extrêmement sophistiquées dont les spécialistes disent que c'est le stade juste avant l'arme nucléaire et qui font des dégâts terribles comme on l'a vu contre une caserne ukrainienne dans les heures qui ont précédé cet enregistrement. Alain, sur cette défaite de communication de Poutine et ce bourbier qui semble se dessiner en Ukraine? Il a perdu des points. Il doit faire face à une situation économique et financière très difficile du fait des sanctions des États-Unis et de l'Europe. Il doit faire face aussi à la résistance ukrainienne. Visiblement, il ne l'avait pas prévu, puisque Poutine est quelqu'un qui croit ce qu'il dit. Et il pensait que l'Ukraine était gouvernée par une petite minorité, un gang de néo-nazis. Donc ça aussi, il a été surpris. C'est un élément très important parce que c'est quelqu'un, on ne sait pas quel type d'information arrive sur son bureau. On ne sait pas lequel de ses conseillers peut vraiment l'influencer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est constamment avec 3 ou 4 personnes qui n'osent pas lui dire non et qui sont encore plus messianiques que lui dans leur volonté de recréer un monde russophone. Parce que c'est ça, l'objectif, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'OTAN ni avec la sécurité stratégique du pays. Donc là, il a perdu des points, certainement. Mais n'oubliez pas, c'est une dictature. Et donc, elle est moins sensible à toutes ces batailles de la communication que nous. Encore que, il y attache beaucoup d'importance. Hier, ils ont voté une nouvelle loi. Il a fait voter une nouvelle loi, parce que naturellement, il fait absolument ce qu'il veut. Il a fait voter une nouvelle loi qui peut vous valoir 15 ans de prison à un média, 15 ans de prison aux responsables d'un média s'ils utilisent le mot « guerre ». On estime, pour autant qu'on puisse faire des estimations, que plus de la moitié de la population russe ne sait pas qu'il y a une guerre, ne sait pas que les forces russes s'apprêtent à envahir Kiev, à prendre Kiev. Donc il est quand même attentif à ça et il sait qu'il faut faire un barrage à la communication qui peut venir de chez nous. Et il a aussi resserré son contrôle sur l'Internet, laissé relativement libre depuis quelques années. Donc il est sensible à la guerre de la communication, pas autant qu'on le dit, parce que c'est une dictature. Eh bien, dans une dictature, vous pouvez prendre 15 ans de prison si vous osez dire que la Russie est en guerre contre l'Ukraine. Un mot de l'opinion russe, justement. Il y a un sondage russe qui a été publié le lundi 28 février à propos de, je cite, l'opération militaire en Ukraine. Alors, ce sondage montre que celle-ci est approuvée par 68% des personnes interrogées, désapprouvée par 22%, les 10% restants étant sans opinion. Il y a une analyse du directeur de recherche d'Ipsos, France Mathieu Gallard, qui indique qu'il faut mettre ces chiffres en regard de la cote de popularité de Poutine, qui est plutôt aux alentours de 71%. Gallard dit ce n'est pas un désaveu, mais ce n'est pas folichon. Est-ce que quand même la population qui va finir par payer le prix des sanctions financières très dures décidées par l'Union et le reste de l'Occident, est-ce que cette population ne risque pas à terme de se rendre compte, malgré les efforts de Poutine pour censurer l'information, se rendre compte qu'il y a un problème? Et est-ce qu'on peut imaginer éventuellement un retournement à terme de cette population? Jean-Marie Wallin? Je vous dirais une seule chose qui est prouvée, avérée par nombre d'exemples dans les dictatures. La propagande, ça marche. Beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Nous vivons dans une société de pouvoir et contre-pouvoir, information, contre-information, possibilité de vérifier toute cette espèce de machine politico-médiatique et qui est d'une certaine manière une des composantes de l'identité occidentale, du nous occidental. Ça n'existe pas dans une dictature. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi qui va venir, qui va monter, le problème des jeunes soldats russes tués en Ukraine. Il y aura un temps, on a vu ça avec l'Afghanistan, en dépit de tout ce que pouvait la censure du temps de l'Union soviétique, les familles dans l'Union soviétique ont fini par comprendre que leurs enfants se faisaient tuer en Afghanistan. Donc ça va monter, mais la propagande, ça marche beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ça marche même chez nous, puisqu'il y a un certain nombre de bons esprits qui sont sensibles à cette propagande russe pour nous expliquer que la Russie était encerclée par l'OTAN. Donc
et que c'est le prétexte en effet saisi par Poutine, entre autres, pour attaquer l'Ukraine. Donc en effet, la propagande est forte. Maintenant, on ne pourra jamais mesurer l'état d'esprit de l'opinion russe parce que les élections sont impossibles, les élections libres sont impossibles. Cela a été démontré plusieurs fois. Et les opposants qui sortent la tête un peu du lot, voyons Navalny, eh bien, il croupit dans une prison et sa vie est menacée tous les jours. Donc, si bien que, et on est dans ce paradoxe absolu, que le salut ne pourrait venir que d'une révolte au sein même de l'establishment russe, au sein même de l'establishment militaire notamment, ou s'il y a quelque esprit à la fois raisonnable et lucide pour considérer qu'en effet Poutine fait n'importe quoi ou va trop loin et ainsi de suite. Mais ça, c'est envisageable, une sorte de révolution de palais ou un coup d'État mené par l'armée. Ça avait eu lieu à l'époque de Yeltsin. Qui n'était pas le même Mais ça n'était pas du tout la même. Non, du tout. Et puis c'était pas la même situation. Il n'y avait pas eu la reconstruction pendant toutes ces années d'une force militaire qui est dévouée à Poutine. D'ailleurs, vous avez aussi sans doute en tête cette séquence et cette photo où Vladimir Poutine donne l'ordre donc de mettre en alerte les forces nucléaires, les forces de dissuasion, donc les forces nucléaires. Il est au bout d'une table et 50 mètres plus loin, il y a le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Et ils sont là, collés l'un à l'autre. On n'arrive pas à lire sur leur visage s'ils sont craintifs ou s'ils sont convaincus ou s'ils... Bref... On note quand même une légère sidération dans leur visage. Et surtout, peut-être face à cet ordre qui, en effet, n'a rien à voir avec la situation militaire Russie contre Ukraine. Donc, peut-être, par là, y aura-t-il tout d'un coup une prise de conscience de hauts responsables, comme il y a eu des généraux en retraite, pour dire nous n'approuvons pas, pour dire c'est une guerre qui est contraire aux intérêts de la Russie, ainsi de suite. Mais ce sont des cadres à la retraite, ce ne sont pas les cadres d'actifs qui sont actuellement sur le terrain notamment. Avec cette difficulté supplémentaire, c'est que le pouvoir actuel en Russie, ce sont les services de sécurité. Ce sont les siloviki, comme on les appelle. Si vous voulez, vous avez dans le monde arabe, comme ça, un tas de pouvoirs dictatoriaux, de dictateurs, qui gouvernent avec un seul service, les services secrets, les mukhabarat. C'est le modèle russe en ce moment. Ils gouvernent avec un seul service, les services de sécurité, des anciens du FSB et du KGB dont est issu Poutine. Ce qui rend l'hypothèse d'un coup de force contre lui encore plus inimaginable ou enfin difficile à imaginer. Avec aussi cette caractéristique qu'ont les dictatures. Imaginez qu'ils soient obligés, pour des raisons économiques intérieures ou parce qu'ils pensent que ça y est, il a obtenu ce qu'il voulait, qu'ils soient obligés de se retirer d'Ukraine ou partiellement d'Ukraine. Ce ne sera pas considéré comme une défaite. Les dictateurs peuvent perdre des guerres, contrairement aux chefs d'État démocrates. Les dictateurs perdent des guerres et restent au pouvoir. Alors, vous avez parlé justement de propagande tout à l'heure, de propagande en Russie, mais il y a aussi la propagande, le soft power russe qui s'exerce à l'international à travers des sites internet comme Sputnik ou des chaînes comme Russia Today, RT France. L'Union européenne a pris la décision d'interdire l'émission de ces médias sur le sol européen. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision nécessaire ou est-ce que ça ne pose pas un problème dans le cadre des démocraties libérales que nous sommes, d'autant que les dirigeants de ces chaînes, de ces médias en question, en viennent à nous donner des leçons eux-mêmes de liberté d'expression et d'état de droit. Est-ce que c'est une bonne décision, compris Ursula von der Leyen et Charles Michel en faisant ça ? C'est difficile en effet pour nous de dire que c'est une bonne décision parce qu'à chaque fois qu'on porte atteinte à un média, quel qu'il soit, on considère qu'on entame une part de la liberté, bien sûr. En même temps, en Russie, la propagande est permanente et personne ne s'en émeut. Et ceux qui ne sont pas d'accord sont poursuivis, pourchassés. Donc on sait très bien. Puis rappelons le nombre de journalistes assassinés aussi en Russie. Et donc on n'est pas du tout dans la même équation. Par principe, moi je dirais plutôt que évidemment ces organes de propagande sont de la propagande, mais je dis par principe, moi je serais plutôt hostile à tout acte de fermeture. Cela dit, il y a aussi en même temps des cahiers des charges, des règles à respecter, donc qu'ils commencent par les respecter ou commencent par vérifier qu'ils les respectent. Exactement, je serais sur cette même sensibilité moi aussi, je pense qu'il ne fallait pas le faire. On reste dans les décisions européennes. On a vu que l'Union européenne, vous le disiez, était solide et solidaire. On a vu aussi le président Zelensky demander une adhésion d'urgence à l'Union européenne. Est-ce que cette demande d'adhésion ne met pas l'Union dans une sorte de position assez délicate ? Est-ce que c'est pas une sorte de piège ? Oui, en même temps, involontaire ? ça fait partie de la bataille qui est en cours. Il faut se rappeler que
Le crime commis aux yeux de Poutine par les Ukrainiens, c'est d'avoir fait partir un président qui était totalement dans la main de Poutine pour le remplacer par des instances élues, démocratiquement élues et vérifiées à chaque échéance électorale qui se sont déroulées cette fois librement. Et le facteur clé de la chute de l'homme de Poutine, c'était l'adhésion éventuelle à l'Union européenne. Donc c'est un enjeu absolument stratégique, plus important pour les Ukrainiens d'ailleurs que l'adhésion à l'OTAN. Parce que d'abord, ils savent que la voie de l'adhésion à l'OTAN est bloquée. Elle est bloquée par la France et l'Allemagne historiquement. Je pense qu'on l'a suffisamment répété. Mais en même temps, parce que l'Ukraine veut vraiment économiquement se tourner, et s'est déjà tournée pendant ces 8 années, vers l'Union européenne. Donc il y a déjà un état de fait de relation avec l'Union européenne qui est bien enclenché. Donc après, on comprend que Zelensky veuille en faire une sorte de porte-étendard. C'est difficile parce que, comme ça pourrait être aussi un prétexte donné à Poutine pour attaquer des pays membres de l'Union européenne, si évidemment on mettait en scène une adhésion de cette nature. Mais dans la réalité économique déjà d'aujourd'hui, les liens sont forts. Et encore une fois, le crime aux yeux de Poutine, c'est ça. Il voudrait que l'Ukraine soit satellisée d'une part et que tout se retourne vers l'Est, alors que les Ukrainiens veulent être pleinement européens. L'Union peut l'accepter, cette demande? C'est pas dangereux? Je ne crois pas tel quel, non. Ou alors il faudrait imaginer une autre forme d'adhésion, une sorte d'adhésion d'honneur. Mais pour rentrer dans l'Union européenne, vous avez au moins 3, 4 ou 5, voire 10 ans d'adaptation juridique et économique extrêmement compliquée, extrêmement sophistiquée et extrêmement douloureux et pénible économiquement et socialement pour un pays. Il a fallu 5 ans aux anciens pays d'Europe centrale et orientale, les anciens pays du pacte de Varsovie, pour entrer dans l'Union européenne. Naturellement, sur tous ces plans-là, sur le plan du droit commercial, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la transparence des marchés publics, l'Ukraine est à 1000 lieues de pouvoir entrer dans l'Union européenne. Et pourtant, je pense comme Jean-Marie que l'Union européenne est au cœur de cette histoire. Elle est au cœur symboliquement, elle est au cœur par ses représailles, mais elle est au cœur parce que c'est ça qu'il fait payer à Kiev. L'Union européenne a réfléchi il y a quelques années au type de relation qu'elle veut avoir avec des pays dont, a priori, du fait de leur relatif éloignement géographique, avec des pays qui ne font pas partie de l'ère géographique européenne au sens strict du terme. Turquie, Ukraine et d'autres, comme la Géorgie aussi. Eh bien, l'Union européenne a imaginé un partenariat commercial avec ces pays qu'on appelle le partenariat oriental. Et c'est parce que les dirigeants politiques ukrainiens, d'après ce qui s'est passé sur la place Maïdan, toute cette révolution de couleurs, si vous voulez l'appeler comme ça, le président qui était dans la main des Russes a fui. Et alors c'est vrai que c'était pas légal. Il avait été légalement élu, parfaitement légitime. Mais lui, il a refusé le partenariat oriental. Il a d'abord dit oui, la population était contente. Et puis il a dit non, la population s'est révoltée. C'est ça qui déclenche la révolte de Maïdan. Autrement dit, c'est la question de l'Union européenne qui déclenche la révolte de 2014 et l'arrivée au pouvoir d'un président qui sera légitimé par les urnes au moins 2 fois, Porochenko, et qui maintenant contrôle les rues de Kiev avec une milice prête à défendre chèrement sa peau face aux chars russes, et après Porochenko est élu tout aussi légalement et légitimement le président actuel. Ces présidents sont élus sur ce programme, celui du partenariat oriental avec l'Union européenne, comme si il y avait un tropisme occidental qui conduisait à une occidentalisation de l'Ukraine et à la sortir de ce que Poutine perçoit comme le monde russophone qui lui appartient bien sûr. C'est donc au cœur de cette histoire. Alors une adhésion n'aurait pas grand sens puisqu'elle ne remplit aucun des critères, quasiment aucun des critères, l'Ukraine. C'est bien pour ça qu'il y a ce partenariat qui donnerait à ces pays des années ou une relation privilégiée avec l'Union européenne, tout en sachant qu'ils n'ont pas les qualités, les critères économiques, juridiques, sociaux pour rentrer dans l'Union européenne. L'Union européenne est au cœur de cette histoire. Alors vous pourrez imaginer que on va pas mettre notre drapeau dans notre poche, on va dire « Ok, d'accord pour une sorte d'adhésion à part, une adhésion d'honneur de l'Union européenne ». Je ne sais pas si ça aurait beaucoup de sens.
On le voit, hein, cette offensive russe a relancé de manière spectaculaire la logique des blocs à l'œuvre dans les relations internationales, et parmi ces blocs, il y a la Chine. La Chine ne condamne pas clairement la Russie, on sent quand même un soutien très très mesuré à Moscou. Pékin avait été informé de l'offensive russe, ne l'a pas empêché. Pour autant, on sent que Xi Jinping est sur une ligne de crête. Comment vous analysez, vous, la position de la Chine, Alain ? La Chine est prudente, mais les relations personnelles entre Xi Jinping et Poutine sont très très bonnes. Elles sont très bonnes. Et le partenariat, je ne parle pas d'alliance, parce qu'il n'y a pas d'alliance entre la Chine et la Russie, mais cette espèce de partenariat qui fait qu'ils font des manœuvres militaires communes, qui fait qu'il y a maintenant une relation assez forte aussi en matière d'hydrocarbures, d'exportation de gaz et de pétrole russe vers la Chine. Donc ce partenariat, il existe. Il a des fondations économiques, il peut avoir des fondations stratégiques, on peut imaginer, puisqu'il y a des manœuvres communes entre les deux pays, entre les deux armées, et il a des fondations idéologiques. Il a des fondations personnelles aussi, mais il y a des fondations idéologiques. Et les fondations idéologiques, c'est que la Russie et la Chine se sentent suffisamment fortes pour changer l'ordre international. Ils estiment que l'ordre international actuel ne correspond pas au rapport de force actuel. Ils estiment que l'Occident est sur le retrait, que les États-Unis sont une puissance décadente, et l'Union européenne, n'en parlons pas. Ils estiment qu'ils doivent jouer un rôle beaucoup plus fort, que les institutions mises en place par les États-Unis au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ne leur permettent pas de jouer. Et donc, on est dans cette bataille-là aussi. L'inquiétude qui peut naître de ce rapprochement entre Poutine et Xi Jinping, c'est de voir les Chinois prendre une initiative de même nature. Puisque, rappelez-vous, on s'en était inquiété au moment où il y avait eu des manœuvres, dont on s'aperçoit d'ailleurs, les manœuvres qu'il y avait eu déjà autour de l'Ukraine, où des troupes russes avaient déjà été massées le long de la frontière ukrainienne. Il y avait eu non seulement une sorte de ouf de soulagement, mais aussi la leçon faite par un certain nombre de gens qui sont, j'allais dire, pro-russes ou pro-Poutine, en disant « mais vous voyez bien que tout ça, on a crié au loup à tort, qu'ils faisaient des manœuvres, ils ont bien le droit de faire des manœuvres, ainsi de suite ». Concomitamment, il y avait eu des manœuvres de l'armée chinoise au-dessus de Taïwan pour bien montrer que là était la cible chinoise. Donc la crainte que l'on pouvait avoir est que les Chinois déclenchent une offensive sur Taïwan au moment où Poutine déclenchait une offensive sur l'Ukraine. Et là, on était dans un cas de figure, pour le coup, de guerre mondiale. Donc, et c'est en cela que les Chinois restent prudents, tout en réaffirmant leur ambition sur Taïwan. Il y a eu à nouveau des déplacements, des manœuvres d'avions, ainsi de suite, qui ont pu laisser penser mais pour le moment, ça n'est pas le cas de figure qui est retenu. Et heureusement, parce que sinon, nous serions alors dans une situation gravissime. Elle l'est déjà, mais elle le serait à puissance 10. Mais la position sino-russe que décrivait Alain sur le fait que l'ordre mondial devait être changé et devait correspondre à des standards qui étaient plus ceux de Moscou et de Pékin, est-ce que la formidable réaction occidentale, européenne, américaine, justement, n'est pas de nature plutôt à rendre la Chine plus méfiante et à lui donner un peu de retenue, justement, sur Taïwan? Elle est en tout cas de nature à les surprendre, parce que personne ne s'attendait que, par exemple, l'Union européenne se cotise pour acheter des armes. Pour ceux qui pensaient qu'il fallait des éléments de défense et que l'Europe commence à penser à sa propre défense, nous y voilà, poussés par le danger extérieur. Mais de fait, ça n'a en même temps rien de surprenant. L'Europe est née pour ne pas être absorbée par le bloc soviétique. Donc la menace extérieure a joué un très grand rôle dans le processus d'unification européenne. Donc oui, ça ne peut que les surprendre. En plus, regardez les médias, nos médias ici nous parlent toujours de l'insuffisance de l'Europe, l'Europe n'est pas au rendez-vous, l'Europe n'en fait pas assez, ou l'Europe en fait trop, etc. On s'aperçoit que dans la crise, cette solidarité est quelque chose de réel, de solide, et même qui permet à l'Europe d'avancer. Donc je pense en effet que la Chine, qui a quand même des intérêts économiques puissants dans sa relation avec l'Europe, ne peut pas ne pas en tenir compte. Un dernier mot sur cette géopolitique du conflit entre Russie et Ukraine. On a eu l'impression, regardez les chaînes info occidentales, que le monde entier, à quelques exceptions près, condamnait la Russie, même si une série de pays se sont abstenus au Conseil de sécurité de l'ONU, comme les Émirats arabes unis ou l'Inde. Mais quand on regarde la carte, en fait, des soutiens plus ou moins mesurés ou des non-condamnations de l'initiative russe, on voit qu'il y a toute une zone de non-alignés, principalement en Amérique du Sud et en Asie et en Afrique, des pays qu'on disait, on appelait ça avant le tiers-monde. À quoi correspond pour vous ce non-alignement, Alain? Est-ce que c'est l'expression d'une zone d'influence russe en termes diplomatiques? On pense par exemple à
l'action de la Russie pendant le Covid avec les vaccins Sputnik, ou est-ce que c'est un non-alignement d'ordre plus philosophique, je dirais? La diplomatie russe a extraordinairement bien travaillé ces dernières années. Je vais vous donner quand même quelques exemples. Si vous prenez l'ensemble du Moyen-Orient, il y a un pays aussi qui est très embarrassé dans cette histoire, c'est Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël a des relations très proches avec la Russie et parce qu'Israël a une entente implicite, non dite, militaire avec la Russie pour contrôler les activités de l'Iran et du Hezbollah au Moyen-Orient. Donc l'intérêt d'Israël est de continuer à avoir cette proximité avec la Russie, sans compter de nombreuses relations économiques, notamment dans la haute technologie. L'Arabie saoudite aussi. L'Arabie saoudite a un accord essentiel avec la Russie. Elle ne va pas se prononcer contre la Russie. Ils ont une entente pour maintenir à un certain niveau le prix des hydrocarbures, le prix du baril de pétrole. Prenez l'Iran. L'Iran tient absolument à sa relation avec la Russie parce que c'est le premier client des armes russes et même des armes les plus sophistiquées que peut offrir la Russie. Donc l'Iran tient sa coopération avec les Russes. Prenez l'Inde, même chose. L'Inde, son ennemi stratégique, son adversaire stratégique, c'est la Chine. Et ces dernières années, ça fait 15 ans, 20 ans que l'Inde ne cesse de se rapprocher des États-Unis. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à avoir ces relations dans le matière de l'industrie d'armement. Prenez le Pakistan qui s'est abstenu aussi. Le Pakistan est sans doute le seul pays dont on peut dire qu'il est allié avec la Chine. Il est allié, enfin il est l'obligé de la Chine sur le plan économique. Même chose. Pour en revenir au Moyen-Orient, vous avez une diplomatie russe qui a des bonnes relations avec Israël et l'Iran, les deux ennemis de la région, avec l'Arabie saoudite et l'Iran, deux puissances qui sont ennemies dans la région, avec les Émirats du Golfe pour des raisons de société écran, de business, d'investissement ici et là. Donc vous avez un succès de la diplomatie russe, c'est incontestable. On pourrait dire aussi que ça a commencé comme ça en Afrique de l'Ouest, un succès de la diplomatie russe qui, avec très peu de moyens, la Russie est un pays dont les moyens sont extrêmement limités, enfin qui est richissime potentiellement en matières premières et en hydrocarbures bien sûr, mais dont la création de richesse est relativement faible, de se situer entre l'Espagne et l'Italie, est probablement très inférieure à l'Italie. Et donc qui, avec peu de moyens, a réussi à tisser des liens comme ça, sans tenir compte des différents idéologiques qu'il pouvait avoir, ou même stratégiques, ou même politiques qu'il pouvait avoir avec ces pays. Messieurs, je vous propose maintenant de partir à la frontière entre Ukraine et Pologne, où notre journaliste Robin Tutinge a recueilli des paroles de réfugiés ukrainiens et de Polonais qui étaient venus à leur aide. Nous attendons une femme et ses enfants qui ont quitté Lviv hier. Ils ont mis 30 heures pour atteindre la frontière. Je ne sais pas comment ils ont passé la nuit, s'ils ont pu manger. Je sais seulement qu'il y a beaucoup de monde qui fait la queue et que c'est un vrai bazar. Nous avons reçu de nombreux messages nous disant que nous n'étions plus en sécurité en Ukraine. Avec ma mère, nous avons décidé de partir en Pologne pour quelques jours, le temps de voir comment évoluait la situation en Ukraine. Nous venons de Lviv et nous sommes arrivés à la frontière pendant la nuit. Il y avait une file de voitures d'une 40aine de kilomètres. Des gens ont abandonné leurs voitures et ont terminé le chemin à pied. Je viens de Cracovie, je suis arrivé il y a 2 heures. J'ai entendu que 2 trains devaient arriver de Lviv et d'Odessa. Les gens allaient avoir besoin d'aide pour continuer leur voyage, alors j'ai écouté mon cœur et je suis venu les aider dans ce moment terrible. C'est peu, mais c'est la moindre des choses d'aider ces gens chassés par la guerre. Ce qu'a fait la Russie ces derniers jours est insensé. C'est incroyable qu'au cœur de l'Europe, on ait le même genre de conflit qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. On vit en paix, et soudain, c'est très difficile. Nous avons donc le devoir d'aider ces gens. Près d'1 million d'Ukrainiens vivent déjà en Pologne, donc c'est plus simple pour eux de venir ici. Ils ont parfois des amis ou de la famille. Ici, à la frontière, vous pouvez trouver 2 types d'aides. Des transports pour vous emmener à Cracovie, à Varsovie ou dans les grandes villes, et des hébergements. J'ai des amis qui organisent la recherche de logements pour que les gens puissent rester quelques jours, le temps de voir comment les choses évoluent. Je suis une citoyenne polonaise. Je suis venue ici parce que mon mari, lui, est parti se battre pour l'Ukraine et pour notre liberté. Mais je suis brisée. C'est très difficile parce que ma famille se met en danger pour défendre notre liberté. Mais je suis fière d'eux. Je suis aussi fière de l'Ukraine et de tous ces pays qui nous soutiennent.
Robin, c'est donc vous qui avez recueilli ces témoignages. Je le disais, vous êtes à la frontière entre Ukraine et Pologne depuis le 2e jour du conflit. Nous sommes au 6e jour. Est-ce que les flux de réfugiés sont toujours aussi importants en provenance d'Ukraine ? Écoutez, je crois qu'ils sont déjà tout aussi importants, mais même peut-être plus importants. Il y a un signe que l'afflux continue, c'est en fait les bouchons à l'entrée de médicale où je me trouve, qui est en fait côté polonais, donc de l'autre côté de la frontière ukrainienne. Et il y a à peu près 3-4 jours, on nous rapportait environ 5 km de bouchons. Quand on parle avec les personnes qui ont traversé la frontière ukrainienne, on parle de près de 30 km de bouchons. Et les bouchons, en fait, sont créés par les exilés qui abandonnent leurs véhicules ou qui vont tout simplement à pied. Donc, on voit vraiment que le flux continue toujours. Même côté polonais, en fait, la différence est assez flagrante entre aujourd'hui et il y a quelques jours. Parce que même si les familles continuent d'arriver au compte-gouttes, c'est-à-dire que les personnes qui traversent la frontière arrivent par petits groupes de 3-4, comme ça par vague, c'est pas un flux vraiment massif. Mais tout s'est vraiment accéléré, en fait, les derniers jours. On voit de plus en plus de bus qui font des allers-retours entre les villes polonaises et la frontière. On voit des centres qui s'ouvrent, qui se remplissent. Il y a des immenses entrepôts, par exemple, qui sont de plus en plus bondés, où il y a des gens qui s'entassent. Et finalement, ces scènes, en fait, elles n'étaient pas vraiment visibles il y a encore 2-3 jours. Et par exemple, je trouve qu'il y a un lieu qui est assez symbolique, c'est la gare de Przemyśl, qui est du coup une ville vraiment à la frontière ukrainienne. Et dans cet espace, en fait, il y a encore quelques jours, il y avait très peu de personnes finalement. Quelques personnes qui dormaient par terre, quelques Polonais qui venaient aider, etc. Et maintenant, en fait, c'est devenu une vraie fourmilière. Il y a beaucoup de passages. De plus en plus de personnes sont là pour prendre un train, pour partir à Cracovie ou partir à Varsovie, un peu plus loin. Il y a aussi beaucoup de personnes qui se reposent. Il y a des lits qui ont été installés. Et beaucoup de personnes aussi qui sont là sans savoir vraiment trop où aller. Et un autre symbole aussi, c'est les trains qui arrivent. C'est des trains qui arrivent souvent de Lviv, qui est donc une ville ukrainienne à une centaine de kilomètres de la Pologne. Et les trains qui arrivent à Przemyśl depuis Lviv, ils sont vraiment remplis de personnes. On voit des masses de gens sortir avec des lignes fatiguées, grisées. Et au final, les conditions de voyage sont assez terribles, que ce soit à pied ou en train. Hier encore, il y a une femme polonaise qui travaille pour une association ici, me racontait qu'elle voyait de nombreux enfants sortir des trains. Et des Ukrainiens, pour la plupart, ils sortaient de ces trains et recouverts d'urine, parce qu'en fait, les trains sont tellement bondés, et ils essaient de rester le plus longtemps possible dans le train pour garder leur place. Et avec la foule, les enfants ne peuvent pas sortir pour aller aux toilettes, donc ils sortent couverts d'urine. Quand on écoute les témoignages que vous avez recueillis au 2e jour du conflit, après la sidération, on sent une combativité, on sent un patriotisme qui s'exerce, on sent une volonté d'en découdre avec la Russie. Au bout de 5 ou 6 jours de conflit actuellement, j'imagine que vous avez discuté avec tous ces réfugiés ces derniers jours. Est-ce que vous avez senti une évolution de leur morale? Est-ce qu'il y a toujours cette combativité, cette envie? Ou est-ce que vous êtes plutôt face à des gens qui ont l'impression de perdre une guerre? La plupart ne parlent pas forcément de la guerre en soi, mais en fait, ils sont tout simplement inquiets. On les voit passer en fait leur journée et leur nuit à regarder leur téléphone, à suivre les infos et garder le contact avec leurs proches tout simplement. Donc en fait, j'ai pas senti une vraie animosité, une vraie hargne, une vraie colère. Je sentais plutôt une fatigue extrême des gens qui ont marché pendant des kilomètres, qui n'ont pas mangé pendant des jours, qui ont dormi dans le froid ou tout simplement pas dormi. Donc en fait, c'est vraiment l'épuisement plutôt pour l'instant qui ressort. On voit aussi beaucoup de gens qui sont perdus, qui n'ont pas forcément d'endroit où aller, qui ont le regard dans le vide et qui, ne savent pas comment les prochains jours vont se dérouler. Après, il y a énormément de tristesse aussi. Là, par exemple, l'endroit où je me retrouve en ce moment, où je dors, c'est une sorte de grand dortoir dans un complexe hôtelier. Beaucoup d'Ukrainiens se réfugient aussi ici. Et en fait, on entend matin et soir beaucoup de gens pleurer au téléphone, en regardant les informations, en regardant leur portable. Donc oui, il y a toujours cet esprit de combativité, mais les exilés qui se retrouvent du côté polonais, ce ne sont pas les personnes qui ont vraiment une hargne, une envie de combattre et de continuer le combat. Ils ont envie, bien sûr, que les combats continuent et que l'Ukraine se défende face à cette invasion. Mais pour la plupart, c'est vraiment un état d'épuisement total et de fatigue extrême. Robin, on entend dans les témoignages des Polonais que vous avez recueillis qu'ils sont massivement mobilisés pour aider leurs voisins ukrainiens. Comment est-ce qu'ils sont pris en charge et quels sont les moyens débloqués par les autorités locales? C'est vrai que la mobilisation est très impressionnante. On voit des personnes qui sont venues de toute la Pologne, mais aussi de toute l'Europe. J'avais rencontré hier, par exemple, un Britannique qui avait fait la route jusqu'ici avec sa voiture remplie d'affaires, de vêtements, de nourriture, de produits de première nécessité. En fait, il y a une véritable foule ici de personnes qui sont prêtes à aider les exilés. Par exemple, une nuit, un bus qui venait tout juste de la frontière, donc rempli d'exilés. À l'arrivée du bus sur un parking de Przemyśl, il y avait une véritable foule de gens qui brandissaient des pancartes avec dessus inscrit le nom d'une ville ou d'une destination
pour pouvoir transporter ces exilés à cette destination-là. Et ces personnes-là, ce sont des citoyens polonais pour la plupart, qui sont donc prêts à faire des kilomètres, des allers-retours, voire à héberger aussi les exilés chez eux. Il y en a même certains qui proposent directement un travail à l'arrivée. Donc oui, il y a une vraie solidarité qui s'est mise en place et c'est assez impressionnant ici. Après, concrètement, quand les exilés traversent la frontière et arrivent côté polonais, pour la plupart, il y a des familles, des amis qui les attendent directement, en tout cas pour les Ukrainiens. Donc ils sont rapidement pris en charge par ces familles-là, par leurs amis, et ils sont amenés chez eux. Pour ceux pour qui ils n'ont pas de contact ou pas de point de chute directement, ils restent un temps à Medica, donc à la frontière, et il y a deux postes de frontière évidemment, mais pour certains restent dans ce poste de frontière-là. Ils sont pris en charge par les associations, par la police locale aussi. On leur donne à manger. Ensuite, ils prennent souvent des bus qui les dispatchent un petit peu dans plusieurs centres de la région. Par exemple, il y a un centre qui est assez impressionnant, qui est à Cordova. C'est un ancien entrepôt qui a été transformé dans l'urgence. De nombreux lits ont été installés, des centaines de lits. Il y a l'armée qui est sur place, la police, et voilà. Donc dans ces lieux-là, en fait, les gens peuvent se reposer, peuvent avoir des habits chauds, manger, mais pour la plupart, ils ne savent pas encore de quoi va être fait le lendemain. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'une jeune femme congolaise qui était partie étudier en Ukraine. Je me suis rendue en Ukraine pour les études et j'ai fait 11 mois en Ukraine. Quand j'ai atteint 6 mois en Ukraine, on a commencé à me parler de la guerre qui devait déclencher. Et ça commençait à craindre un peu, mais j'ai gardé toujours mon calme. Je me disais que ça va passer, il ne se passera rien. Le jeudi passé, le matin, je me réveille avec plein de messages et d'appels d'amis et je me demandais ce qui n'allait pas. Je me suis tenue à la fenêtre et je voyais tout le monde qui faisait ses valises, tout le monde partait. Et je me suis dit que non, c'est vraiment sérieux. Moi, je ne peux pas rester ici alors que eux-mêmes, les Ukrainiens, ils quittent le pays et moi, je ne veux pas rester. J'ai fait ma valise, j'étais avec ma tante. On a rejoint nos amis et on a quitté la ville de Ternopil. Et ça commençait vraiment à craindre. On a quitté vers minuit et nous sommes arrivés à la gare de Lviv à 2h du matin. De la gare de Lviv, on a pris un bus pour nous emmener vers la frontière de la Pologne parce qu'on nous a dit que la Pologne, ça ouvrira 2 portes. Arrivant à cet endroit-là, il y avait vraiment de l'embouteillage parce que tout le monde cherchait à quitter la ville. Vu qu'il y a vraiment beaucoup de nations qui viennent apprendre en Ukraine, beaucoup de gens quittaient la ville. C'est ce qui a créé au fait cet embouteillage. On devait franchir la frontière, mais rien n'allait parce que, en fait, ils favorisaient les Ukrainiens. Ils voulaient que les Ukrainiens passent avant tout que nous. C'était à chaque fois, ils vous demandent de faire des rangées pour entrer et après ils diront que d'abord les Ukrainiens et ça a créé un peu de désordre et nous avons franchi la frontière vers 22h. Et on est dormi juste comme ça dehors, sans refuge, sans maison, juste comme ça. Ça m'a pris 2 jours et quelques heures en plus. Robin, si cette jeune femme a pu passer en Pologne, on a vu sur les réseaux sociaux qu'il semblait avoir été assez compliqué pour de nombreuses personnes immigrées ou racisées de quitter le pays. Est-ce que vous avez eu des témoignages en ce sens ? Alors les témoignages ici proviennent plutôt de ce qui se passe du côté ukrainien, donc pendant les jours de marche ou de transport en train ou en bus à destination de la Pologne. Là, les témoignages sont assez choquants, c'est-à-dire qu'il y a un très grand nombre de personnes non ukrainiennes, étrangères, souvent d'origine africaine, mais aussi venant d'Inde, d'Asie, pour la plupart des étudiants. Et sur leur chemin d'exil vers la Pologne, ils parlent de certains soldats ukrainiens qui leur donnent des coups de crosse, qui les séparent en fait des Ukrainiens en files distinctes, qui les poussent avec leurs armes pour faire une file bien droite, tandis que les Ukrainiens passent sans difficulté. On parle aussi de menaces en pointant les fusils sur ces exilés-là. Ils n'ont aussi pas forcément accès aux mêmes quantités de nourriture que les Ukrainiens. On parle d'insultes racistes aussi, et on les empêche de rentrer dans certains bus en disant non, désolé, pas les Noirs. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort souvent, en tout cas pour ce qui se passe du côté ukrainien. Pour ce qui est du côté polonais, pour l'instant, il y a moins de témoignages parce que ça reste assez récent. Mais c'est vrai qu'il y a, que mon sentiment en tout cas, c'est qu'il y a une certaine froideur, en tout cas une certaine distance comparée aux Ukrainiens qui sont accueillis ici. Je ne saurais pas l'expliquer forcément, mais par exemple dans les entrepôts, on voit qu'il y a une certaine distance qui est mise en place. Ils sont un peu délaissés, certains réfugiés non ukrainiens. On s'occupe peut-être un peu moins d'eux. Il y a aussi d'autres témoignages qui sont sortis récemment
de personnes, donc du coup de Polonais par exemple, qui voulaient transporter des exilés vers une destination, vers Cracovie, Varsovie ou d'autres villes. Et en fait, ils refusaient tout simplement les hommes parce qu'ils voulaient simplement prendre les femmes et les enfants d'abord, ce que certains comprennent, mais en fait la plupart des hommes ici sont des hommes non ukrainiens, c'est-à-dire que c'est des hommes venus d'Afrique, venus d'Asie, du Moyen-Orient, parce que les hommes ukrainiens sont refoulés à la frontière, en tout cas les hommes compris entre 18 et 60 ans, sont réquisitionnés pour prendre les armes. Donc, côté ukrainien, c'est sûr que les témoignages sont vraiment nombreux, flagrants et choquants. Côté polonais, pour l'instant, je ne me risquerai pas à dire que la discrimination au faciès est aussi importante. Oui, parce que je rappelle effectivement que les hommes ukrainiens entre 18 et 60 ans ont interdiction de quitter le pays et doivent rester justement pour se battre contre l'envahisseur russe. Merci Robin Tutange pour ce témoignage. Je rappelle qu'aux articles sont disponibles sur slate.fr. Nous mettrons leur lien en description de ce podcast. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Et Jean-Marie, votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à vendredi. Au revoir Christophe. Au revoir Christophe. Merci. Retrouvez Le Monde devant soi chaque vendredi sur slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.